un épisode sauvage apparaît. Bonne année! Et quoi de mieux pour commencer l'année 2023 qu'un épisode un peu graveleux? Bienvenue sur le droit de cuissage. Cette vidéo est totalement imprévue puisqu'il y a encore 3 jours, je ne l'avais tout simplement même pas ne serait-ce qu'envisagé. Et en fait, c'est une succession de posts Facebook et Instagram qui m'ont fait réagir, puisqu'ils s'intitulaient tous « Le droit de cuissage n'a jamais existé ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez. Maintenant. Tout de suite. Ici. Par terre. Tous les deux. Tous les 5. Tout d'abord, pensez à vous abonner, nous sommes bientôt 1500 sur cette chaîne, donc merci beaucoup à toutes et à tous, ça fait vraiment énormément plaisir. Et comme cette vidéo était imprévue, je laisse le petit jeu de la vidéo précédente toujours en cours, jusqu'à la FAQ qui viendra dans 15 jours. Donc pensez à me poser des questions si vous en avez sous cette vidéo aussi, je tâcherai d'y répondre. Comme je le disais en introduction, sur plusieurs pages sur différents réseaux sociaux, j'ai vu apparaître ces différentes informations disant « Le droit de cuissage n'a jamais existé ». Et là, sans même lire le contenu de ce qui avait été publié, je dois dire que j'ai tout simplement bugué. Il se trouve que le centre de mon travail de recherche se trouve dans le monde rural. Et dans le monde rural du Moyen-Âge à l'époque moderne, à la fin de l'époque moderne. Et en 7 ans de recherche, 6 ans d'enseignement à l'université, après avoir lu je ne sais combien d'articles, de livres, de textes anciens, de documents anciens, eh bien il s'avère que, en effet, en aucun cas, à aucun moment, je n'ai entendu parler de ce droit de cuissage dans les sources. Finalement, les seuls moments où je me rappelle vraiment avoir vu mis en scène cette notion, c'est dans l'épisode du Palmacho que je vous ai mis en fin d'intro, et également dans le film Braveheart, mais qui est à l'histoire ce que Cyril Hanouna est à l'intérêt général. Donc bon... Il existe beaucoup de mythes autour du Moyen-Âge. D'ailleurs, dès que vous êtes sur les internets et que vous voyez un commentaire platiste, vous êtes certain de trouver dans les réponses à ce commentaire quelque chose du style « Ah ben ça y est, on retourne au Moyen-Âge ». Alors que non, au Moyen-Âge on n'était pas teuteux et on savait très bien que la Terre était ronde. Et d'ailleurs, la rotondité de la Terre, on en a conscience depuis l'Antiquité. Le fait que l'on associe la Terre plate au Moyen-Âge, ça vient essentiellement d'un écrit protestant du XVIIe siècle qui avait essentiellement pour but de décrédibiliser des paroles de l'Église catholique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la Terre plate? Tout simplement parce que ces écrits protestants du XVIIe, XVIIIe siècle me permettent de revenir sur un point absolument essentiel et qui me permet de ressortir ma transition préférée, la nature des sources. Les sources. Oh là là, j'ai une très grosse source. Ah ben moi j'ai une source énorme. Alors, ce droit de cuissage, on l'aurait inventé? Peut-être. Est-ce qu'il aurait été une sorte de réalité un peu déformée? Eh bien, peut-être aussi. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre d'où vient cette notion de droit de cuissage. Pour rappel, le droit de cuissage serait le droit détenu par le seigneur de consommer le mariage de la jeune mariée, d'attenter à sa pudeur, d'ouvrir la rose en insufflant caresses et politesse aux bourgeons délicats, Alors, d'où nous vient la connaissance de l'existence présumée d'un tel droit? On trouve des historiens au XIXe siècle qui évoquent ce droit comme étant en vigueur en France jusqu'au XVIe siècle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on retourne au XVIIIe siècle et qu'on prend un auteur comme Voltaire par exemple, dans son dictionnaire philosophique, il évoque l'existence de ce droit, mais cette fois-ci en le renvoyant comme étant pratiqué au Moyen-Âge. Donc, deuxième borne temporelle. Si on recule encore d'un siècle et qu'on arrive cette fois-ci au XVIIe, un certain Eusèbe de Laurière, un jurisconsulte, lui nous évoque ce droit comme étant en vigueur autrefois. Donc au niveau précision, là on est parti complètement dans les choux. Et si on recule encore un peu dans le XVIIe siècle, cette fois-ci c'est encore un autre juriste, un certain Julien Braudot, qui nous évoque une telle pratique, cette fois-ci dans le Nord. Sûrement un seigneur qui devait l'avoir un peu mauvaise que sa sœur aille se marier. Alors non, il n'évoque pas notre nord à nous, en fait il évoque les régions septentrionales, et donc il parle plus de l'Écosse. Alors, est-ce que Braveheart aurait un fond de vérité? Il évoque un roi très ancien, et d'ailleurs le roi qui est évoqué dans cet écrit, je n'ai pas réussi à le trouver dans la lignée des rois d'Écosse, donc ça doit être vraiment très ancien, droit qui aurait été remplacé par le roi Malcolm au Xe siècle,
par un impôt, et tout ça grâce à l'influence du christianisme. Vous voyez un peu la douille là? On a un beau récit, mais niveau fiabilité, c'est pas encore ça. Encore une fois, souvenez-vous, les sources. Toujours questionner les sources et leur cohérence. Là, suivant les époques, l'existence de ce droit de cuissage recule dans le temps, change géographiquement, tant et si bien que finalement, comment porter crédit à de telles affirmations? À ce stade-là, c'est strictement impossible. Toutefois, s'il n'y a rien qui confirme, il n'y a non plus rien qui l'infirme. Donc, continuons l'enquête. Cette fois-ci, nous nous rendons au XVIe siècle, et on va s'intéresser aux écrits d'un juriste qui s'appelle Jean Papon, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été maître des requêtes d'une certaine Catherine de Médicis. Lui aussi, il évoque cette pratique dans un recueil de jurisprudence, comme il en existe tant d'autres, qui sont en fait ce genre d'ouvrages, qui sont un recueil d'arrêts souvent commentés par l'auteur. Et dans un arrêt qui commente un arrêt du début du XVe siècle, de 1401, il évoque cette pratique comme ayant lieu en Auvergne. Lui-même, à ce moment-là, fait un autre renvoi, cette fois-ci vers des écrits de Diodore de Sicile, qui lui écrit au 1er siècle de notre ère. Autant dire qu'au niveau temporalité, c'est le foin total. À ce point de l'investigation, si on a un peu plus d'éléments de réponse quant au contexte général, on n'en a pas beaucoup plus quant à la vérité ou non de l'existence d'un tel droit. Il n'y a pas de témoignages directs, ce sont des paroles rapportées, voire des rumeurs, et rien ne permet ici aussi de valider ou d'invalider l'hypothèse de l'existence de ce droit de cuissage. Et c'est là qu'il faut se pencher sur d'autres pistes. Dans le cadre de cette exploration temporelle, il faut que je vous parle d'un autre droit, quelque chose qui porte un nom un peu étrange, qui s'appelle la main morte. Si vous vous souvenez un peu de vos cours lointains maintenant pour certains d'entre vous d'école primaire ou de collège, vous devez vous souvenir que les seigneurs avaient sous leurs ordres, sous leur commandement, des gens que l'on appelait des serfs. Alors, pas ceux-là, ceux-là. Souvent, c'était des paysans qui travaillaient pour le seigneur, pour la seigneurie, et qui ne pouvaient pas quitter cette seigneurie. Ces serfs étaient ce que l'on appelle des gens de main morte. Cela signifiait qu'en aucun cas, à la mort, ils ne pouvaient transmettre leurs biens, et que donc, au décès de quelqu'un, les biens acquis par cette personne au cours de son existence revenaient au seigneur. D'apparence brutale, cette règle avait avant tout pour but d'éviter un éparpillement des richesses en dehors de la seigneurie. Afin d'échapper à cette règle, ces serfs formaient ce que l'on appelle des communautés serviles. Ces communautés serviles, elles pouvaient prendre plusieurs formes, notamment celle de communautés taisibles. Former de telles communautés permettait de faire perpétuer ce patrimoine, puisqu'à ce moment-là, tout appartenait à tout le monde, ou plutôt tout n'appartenait à personne, tout appartenait à la communauté. Et donc, à la mort de quelqu'un, cela permettait de conserver les biens, sans que le seigneur puisse s'en emparer. Alors pourquoi évoquer ça? Tout simplement parce que ça nous amène à un autre point très intéressant, et qui va sûrement là répondre à une grande partie de la question, le mariage des serfs. Lorsqu'une personne de condition servile voulait se marier avec un ou une personne de condition servile mais appartenant à une autre seigneurie, cela engendrait, par conséquence, la perte pour un des deux seigneurs d'une forme de richesse, puisqu'il perdait un des serfs. Cette perte, il fallait donc la compenser. Ah, vous sentez arriver le dénouement là? Ce mariage a un nom très spécifique, c'est ce qu'on appelle le fort mariage. Ce fort mariage, il pouvait avoir pour conséquence qu'un des enfants à naître, ou plusieurs, de ce mariage qui avait fait perdre à un seigneur un de ses serfs, eh bien, le retour d'un des enfants dans la seigneurie. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le fort mariage pouvait se trouver sous différents noms selon les différentes régions de France. Et tout simplement parce que, en ancien français, on était souvent très pragmatique sur l'appellation que l'on donnait aux choses, et on donnait un nom qui était souvent en relation avec la conséquence de l'acte. Et là, comme ce droit concernait les enfants à naître, et donc la procréation, eh bien on pouvait le trouver sous différents noms, comme par exemple culage, couillage, droit de déflorement, et encore, tout simplement, droit de cuissage. Et on peut rajouter que cela engendrait souvent aussi le paiement d'une taxe au seigneur. Une telle règle pouvait être perçue comme étant injuste par les concernés. Et seulement à l'époque, quand on veut râler auprès des puissants, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait des écrits, on fait des poèmes, et ce n'est peut-être pas pour rien que l'on retrouve des poèmes concernant le droit de cuissage, jetant le discrédit sur l'autorité seigneuriale et allant dans ce sens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les sources, et l'exemple de la Terre plate. Un écrit peut avoir pour but de jeter un discrédit
un poème peut avoir pour but de jeter un discrédit. Cela ne signifie en rien que la chose est appliquée, applicable ou ne serait-ce que existante. Alors pourquoi de telles choses ont pu perdurer aussi longtemps? Et c'est là une thèse qui est expliquée par Evelyne Sorlin, et qui personnellement me convainc totalement tellement je la trouve logique, c'est que plus on avance dans le temps, plus les mariages entre personnes de condition servile se font facilement, et surtout entre seigneuries. Et il va sans dire que les seigneurs ont très certainement eu du mal à obtenir le paiement systématique des compensations. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû à leur tour mystifier cette règle et l'inverser comme on l'a trouvé dans les poèmes, et jouer de ça pour dire aux serfs, si tu veux pas que ta femme passe une nuit avec moi, t'as intérêt à payer. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le Moyen-Âge fait l'objet de fantasmes, soit pour dénoncer une forme de masculinité exacerbée, soit une forme de crétinisme assez poussé, mais ce que l'on pense savoir sur lui est souvent en décalage complet avec la réalité. Et sur ça, je vous mets en lien un des premiers épisodes de la chaîne, qui a pas forcément très bien vieilli, mais enfin bon, bref. On sait très bien ce qui se passe lorsqu'un homme possède du pouvoir et qui peut en jouir un peu comme il veut, sans trop qu'il y ait de conséquences. Est-ce qu'il y a eu des abus dans l'histoire ? On peut dire que oui, sans prendre trop de risques. Donc, est-ce que le droit de cuissage a existé? Il me semble que répondre par la négative pure serait une erreur. C'est une réponse qu'il faudrait tempérer. Ce droit en tant que tel n'a sûrement jamais existé, du moins tel qu'on le conçoit. De toute façon, il faudrait faire une distinction entre règle de droit et applicabilité de la règle de droit. Et là aussi, il y aurait des choses à dire. Est-ce que pour autant un seigneur n'a jamais profité de sa position de puissance pour assouvir de bas instincts? Est-ce qu'une règle de droit n'a pas été détournée à des fins un peu lubriques? Peut-être que certains ont profité de cette espèce de déformation de la règle de fort mariage pour profiter de ce droit de cuissage tel qu'on l'entend. Est-ce que ce droit de cuissage était un réel droit consenti aux seigneurs? Ça va sans dire que non. Nos ancêtres n'étaient pas tarés. On va en rester là pour aujourd'hui. Dites-moi si cet épisode vous a plu. Si vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à partager. Comme je vous l'ai dit, je ne l'avais pas prévu à la base, mais je suis tombé sur ce sujet et ça m'a paru très intéressant. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. En attendant, je vous dis à peu plus tard dans le mois pour la FAQ. Bonne année encore une fois, et je vous fais des bisous.